C'est parti, c'est samedi, c'est le 6e CQFR de la semaine, celui où on répond à toutes vos questions. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler, vous pouvez nous envoyer vos questions sur l'adresse cqfr.rivers@gmail.com. Bon, là, évidemment, c'est trop tard. Shai a déjà fait la sélection. Shai est avec moi. Il n'y a pas de Théo. D'habitude, c'est Théo en off qui fait la sélection, qui nous pose des questions. Voilà, pas de Théo. Il se remet doucement du bouclage du nouveau Rivers, le nouveau MOOC Rivers. Vous avez peut-être déjà vu passer ça. Le MOOC Rivers spécial défense qui est disponible sur basketsession.com. 300 pages dédiées à la défense et pas que, avec les belles histoires. On parle de certains défenseurs, évidemment, mais de plein d'autres choses. C'est une réédition du MOOC numéro 2, mais c'est quand même un MOOC nouveau. Il y a plein de papiers en plus, il y a plein de pages en plus. Voilà. Je vous invite sincèrement à aller jeter un œil sur basketsession.com. D'ailleurs, il y a des packs limités avec des petits goodies en plus. Donc voilà, ça plaît. Il y a des gens qui adorent les goodies. Ça part très vite. Ouais. Ça part très Exactement, vite. ça part très vite. Donc n'hésitez pas, basketsession.com. En attendant, on va quand même répondre à vos questions. Et pour ça, Shai, je vais te laisser la parole. Je t'ai même pas demandé si ça allait, mais j'imagine que oui, parce que tu es un peu notre Iron Man. On Même quand tu es malade, tu es est là. en fin de rhume, un rhume ou de je ne sais quel virus venu d'un pays exotique. On est en fin de rhume, donc tout va bien. Je n'exclus pas de tousser une fois ou deux On pendant a deux le doigts de truc. faire une Pascal Pro, là. Le rhume. Ouais, t'as vu ça? Pascal Pro que j'ai croisé à la gare de Nantes, d'ailleurs. Voilà, c'était l'anecdote incroyable. Je ne suis évidemment Tu lui pas as mis allé un lui. tacle ou pas? J'ai hésité, c'était ça, ouais, ça où je passais mon chemin. J'ai opté pour la paix, hein, parce que nous œuvrons pour la paix chez Rivers. Donc, Tu as bien raison. voilà. Donc oui, donc j'exclus pas de tousser une fois ou deux pendant le podcast. Vous m'excuserez par avance, mais on va quand même répondre à vos questions avec grand plaisir. Yes. Alors, on commence avec un ami de la team Rivers, Wax, qui a été rédac-chef exceptionnel d'un de nos MOOC, fidèle auditeur, musicien de talent, que vous pouvez retrouver notamment dans son émission Fanzine sur YouTube, que je regarde, que dès qu'il y a un épisode, moi je regarde, j'aime beaucoup. Il y a quelques semaines, il était avec MC Solar, je l'ai vu avec, comment s'appelle-t-il, Yamé, qui est un très bon épisode aussi. Bref, n'hésitez pas à aller regarder aussi ce programme-là sur YouTube. Et Wax, qui est un immense fan des Pistons, et Théo m'a relayé par message vocal, on va tenter une prouesse technologique, par message vocal, une question de notre ami Wax que je vous fais écouter tout de suite. Coucou Théo, je te fais un message, le cœur lourd, par rapport à ce 5e choix de la draft des Pistons. C'est pour votre CQFR que je pose la question. Tout le monde charrie Détroit depuis 3 ans maintenant, peut-être même beaucoup plus en fait en réalité. Et moi ce que je voulais c'était, est-ce qu'à un moment dans votre CQFR de ce week-end, vous pouvez dire des trucs sympas sur les Pistons, juste pour remonter le moral des gros connards comme moi qui les soutiennent coûte que coûte, sans raison, à part l'amour du maillot. Donc voilà, si vous pouvez dire des trucs qui peuvent être un petit peu positifs sur un avenir dystopique dans lequel les Pistons seraient champions dans les 6-7 ans à venir. Voilà. Ouf, 6-7 ans, 6-7 ans, 6-7 ans, c'est peut-être compliqué. Mais par contre, il peut y avoir des belles choses à dire sur les Pistons. Moi, je pense que ça reste quand même une équipe qui a un avenir. Je vais te dire pourquoi, Shai. Honnêtement, il y a une ossature qui me plaît chez les jeunes. C'est-à-dire qu'il y a 4 jeunes que je trouve complémentaires les uns avec les autres, où on verra encore pour Cade Cunningham et Jaden Ivey à quel point ils sont complémentaires, mais qui peuvent être complémentaires en tout cas. Donc c'est Cade Cunningham qui, je pense, c'est quand même un premier choix de draft. C'est quand même en fait, que les Pistons aient le 5e choix, c'est dur parce que les Pistons ont été très nuls. Et on se dit, tiens, ils ont besoin d'une star. Mais théoriquement, en fait, ils ne devraient pas en être à ce stade. Détroit ne devrait pas être en train d'attendre un premier choix de draft. Détroit a déjà eu plein de choix dans le top 5. Donc, moi, j'aime bien Cade Cunningham. Je pense qu'il n'a pas encore tout montré. Il a été ralenti par des blessures, mais il a quand même été intéressant. J'ai ses stats sous les yeux. Il tournait. Alors, évidemment, les stats aux Pistons, c'est un peu compliqué parce que c'est une équipe très faible, mais c'est quand même un joueur qui était à presque 23 points, 45% au tir, 35% à 3 points en 5 tentatives. Ça, c'est le plus encourageant. Il y a une progression à 3 points, il y a quelque chose à 3 points. 4 rebonds, 7 passes. Il n'est peut-être pas aussi fort au final que ce que j'avais un temps espéré quand il est arrivé en NBA. Genre, j'ai pas l'impression que ce soit de la graine d'Anthony Edwards, mais c'est quand même un joueur qui peut être, je pense, en 25, 7-7 de moyenne, quoi. Il y a quelque chose comme ça quelque part dans ses cordes. On verra jusqu'où il peut mener son équipe, mais c'est pas un mauvais joueur. Je pense qu'il y a vraiment un potentiel. À côté de lui, Jaden Ivey, je pense, c'est un scoreur explosif que je trouve intéressant.
même si pareil, il a été un peu décevant la saison dernière. Et pas toujours bon. Je n'ai pas compris pourquoi Monty Williams ne le faisait pas jouer. Enfin, je comprenais pourquoi il essayait Killian Hayes, mais j'avais l'impression que quand même Jaden Ivey, c'était quand même un talent. J'aime beaucoup Ozar Thompson. Voilà, j'aime bien les frères Thompson. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose défensivement. Il faut qu'il se développe en attaque, mais voilà, au rebond, en défense, c'est déjà très intéressant. Et c'est intéressant d'avoir un joueur comme ça quand tu as 2 scoreurs dans ton backcourt. Et j'aime beaucoup Jalen Duren, qui est, je pense, un des jeunes pivots les plus prometteurs de la ligue. Pareil, Duren, c'est 14 points et quasiment 12 rebonds de moyenne. Donc, tu as un quatuor que je trouve très intéressant. Et le fait de piocher en 5, je pense, ça enlève un peu de pression sur cette QV, dans le sens où il n'y a pas un numéro 1 très établi. Et tu peux aller chercher un peu plus logiquement, sans te faire tomber dessus, un mec qui va fit avec tes gars déjà en place. Il faut du shoot ou un mec qui crée du lien. Donc, moi, je vois quelques cibles. Bon, ça n'a pas marché pour Hayes à Détroit, mais je pense que Rizaché est potentiellement un joueur qui peut être intéressant pour les Pistons. Alors oui, son shoot, c'est pas son point fort aujourd'hui, donc c'est pas le meilleur truc, mais il peut créer du lien avec son playmaking et sa défense. Si tu as lui et Ozar Thompson, le moment où leur tir se développe un peu, ça devient très intéressant. Butzelis, qui justement, c'est lui qui avait un peu trash-talké Rizaché. Oui, c'est ça, il avait dit qu'il se trouvait meilleur que lui, ouais. Voilà, Butzelis, il a du tir. Ça peut être une option aussi. Voilà, si tu as le premier choix, tu peux pas aller prendre Butzelis, tu vois. Mais là, en 5, bon, tu peux éventuellement prendre Butzelis, te dire, bon, voilà, lui, il a du shoot, ça va être intéressant. Il y a quelques options et voilà, après, tout dépendra du développement des 4 mecs en place. Et du coup, ce qui m'inquiète plus à Détroit, c'est plus au final tout le staff, comment on développe les jeunes. Il y a des équipes qui ont décollé avec moins que ça, tu vois. Mais Marcus Sasser aussi parmi les jeunes que je n'ai pas cités, rookie qui a quand même montré des choses. Il y a une base qui n'est pas dégueulasse. Il y a une base avec laquelle tu peux passer un cap à un moment. Et ce 5e choix, c'est quand même l'occasion d'ajouter un jeune qui peut se mélanger. Et tu peux avoir un 5 majeur jeune qui peut être quand même, je pense, clairement peut viser au moins les 30 victoires, tu vois. Mais la base, elle est intéressante, c'est pas la question, je pense. Pour donner de l'espoir à une franchise, pour qu'une franchise ait de l'espoir, il faut qu'il y ait un joueur qui inspire cet espoir, tu vois, qui incarne cet espoir. Et la question, moi je sais toujours pas si Cade Cunningham peut être ce joueur-là. Évidemment qu'il a du talent, on l'a vu, même sur la période horrible qu'ils ont vécue cette année, il a fait des bonnes choses, mais est-ce que ça peut être ce numéro 1, un peu ce franchise player futur, qui quand il sera suffisamment bien entouré, saura porter le projet de l'équipe? C'est juste ça la question. Je dis pas qu'il peut pas l'être, hein. Je dis que pour l'instant on n'a pas vu assez de preuves. Il y a eu une saison blanche, il y a eu une saison dramatique sur le plan collectif sur laquelle il a pas pu, il a essayé d'impacter mais il a pas pu, il a surnagé statistiquement, mais c'était pas, moi ça me fait pas forcément dire que ce sera le joueur majeur de l'équipe à terme. Donc il y a des bases. Est-ce qu'ils ont encore trouvé le joueur qui portera le projet? C'est autre chose. Donc et pour rassurer Wack sur le côté positif, on voit que des franchises arrivent à rapidement basculer de la médiocrité la plus totale à quelque chose d'intéressant. Faut qu'il y ait un projet, faut qu'il y ait une tête pensante derrière qui opère. OKC était quand même dramatique il n'y a pas si longtemps que ça. Au niveau, on savait que c'était parce que ça tankait fort, mais au niveau des résultats, les gens n'étaient pas très optimistes. Et au final, tu chopes Shai Gilgeous-Alexander, autour ça travaille bien, et puis ça peut. Donc l'optimisme, c'est de se dire que ça peut aller vite en NBA et qu'il suffit de pas grand-chose, il suffit d'un joueur, il suffit d'un coach, d'un GM qui soit bien inspiré. Est-ce que ce sont ceux qui sont actuellement aux Pistons? Je ne sais pas, c'est la question. Monty Williams, on en a déjà pas mal parlé, je ne sais pas si c'est le coach adéquat, on verra. Mais il y a de l'espoir, c'est pareil, c'est une fanbase qui demande qu'à s'enflammer, elle baigne dans un truc un peu insipide depuis pas mal d'années maintenant, alors que Détroit, c'est quand même un peu le feu, hein. Sportivement, ça peut vite s'enflammer et c'est en sommeil. C'est un géant en sommeil, Détroit, je pense. C'est une fanbase en sommeil, voilà. Voilà ce qu'on peut dire à notre ami Wax. Yes. On enchaîne avec une question, alors cette fois d'un membre de la team, notre star du Hoop Culture avec Théo, l'homme aux 3 questions essentielles que vous pouvez retrouver sur Instagram chaque semaine. J'en profite pour faire de la publicité pour ce programme, de la promotion pour le Hoop Culture et pour les 3 questions essentielles de Pierre Armand, que vous pouvez retrouver sur Instagram aussi, donc chaque semaine, en train de déambuler dans les rues de Marseille. Pierre Armand nous demande, sans tenir compte des tout derniers résultats, donc ceux qui ont été enregistrés là juste avant qu'on enregistre, quelle ancienne superstar de chaque team encore qualifiée pourrait être l'arme fatale pour la suite des playoffs? Je vais te les dire parce qu'il a quand même donné des exemples.
En gros, si tu rajoutes Pat Ewing à New York, Reggie Miller à Indiana, Kevin Garnett à Minnesota, Larry Bird à Boston, Kevin Durant à OKC et Carmelo Anthony à Denver, laquelle de ces stars, de ces légendes de chaque franchise, apporterait le plus ou serait vraiment le game changer à tes yeux? Est-ce qu'il y en a une où tu dis ah bah ouais, avec ce profil de joueur-là, c'est sûr que... Dans leur prime, hein, du coup, c'est Bien ça. sûr, oui, dans leur prime. Non, Ouais. ouais. C'est pas le Larry Bird. non. Non, mais Larry Bird et qui dit Larry Bird à Boston, je pense que ça devient. C'est déjà à Boston, je pense que c'est déjà bien parti pour aller très loin et sans doute aller chercher le titre, ou en tout cas être en bonne position pour être très proche du titre. Donc, si tu rajoutes Larry Bird, ce serait le tueur, le leader, l'âme, donc qui peut-être la seule chose qui leur manque. Et à ce moment-là, tu t'en fiches même que Porzingis y revienne ou pas. De toute façon, tu as Larry Bird. Moi, j'aurais bien dit KD, moi, comme toi. Tu et vois, parce Kevin que... Durant aussi à OKC. Kevin Durant Prime, là. Ah ouais, parce que après, les autres en soi apporteraient un Pat Ewing Prime en pivot. Enfin, les Knicks sont un peu légers au poste de pivot, donc tu mets Pat Ewing, c'est cool. Reggie Miller avec son shoot à Indiana, c'est cool. Est-ce que Carmelo Anthony apporterait beaucoup à Denver alors que... Il serait meilleur que Michael Porter Jr., mais bon, je sais pas si c'est ça qui changerait radicalement leur trajectoire. Kevin Garnett, du coup, jouerait à la place de Kat, en gros. Il ferait jouer les trois ensemble, ce serait bizarre. Il perdrait Pour moi, c'est le move le plus... ouais. C'est le plus délicat, quoi. C'est celui où il serait obligé, parce que les trois sont trop... Enfin, tu es obligé de faire jouer les trois ensemble. Garnett jouerait poste 3. Et du coup, tu perdrais Jaden McDaniels. Tu perdrais leur identité. Ouais. Et ce serait le dernier choix que j'aurais pris avec Pat Ewing. Enfin, c'est bien sûr, si c'est énorme pour les Knicks, mais tu vois, par rapport aux autres, c'est pas le truc qui me marquera en premier. Ouais. Reggie Miller, mais les Pacers sont pas encore assez forts de toute façon pour que Reggie Miller en plus fasse une énorme différence, même si c'est à l'Est. Mais par contre, Larry Bird, Kevin Durant, même Carmelo, j'aurais mis en troisième. Genre, s'il avait accepté le rôle de Michael Porter Jr., mais c'est Carmelo. Enfin, ça devient tout de suite ton deuxième meilleur joueur offensif. Est-ce qu'il est capable de faire les efforts défensifs auxquels Porter a consenti alors qu'il partait très très loin? Est-ce qu'il est capable de les faire, Melo? C'est ça, là. Dans une équipe qui joue le titre, il les aurait peut-être fait, je pense quand même. Ouais. Un petit peu, le moindre minimum, il serait allé au rebond, tu vois. Il aurait été meilleur au rebond que Michael Porter Jr. George Karl n'est pas d'accord avec toi, je pense, mais. Ouais, c'est possible. Puis Michael Malone, il lui aurait mis une grosse patate à Carmelo. Probable. Larry Bird, KD, je pense. Ouais. Alors, c'est marrant parce qu'il y a une question, du coup, je n'avais pas forcément prévu de la poser maintenant, mais c'est vrai qu'avec le fait d'évoquer Kevin Durant, je vais passer à la question de Jean-François, qui nous dit, en écoutant vos podcasts et la loterie de la draft dimanche, j'ai une réflexion concernant OKC, justement. La solution ne serait-elle pas de faire venir Kevin Durant? Alors, il propose quelque chose. On m'a insulté quand j'ai proposé ça. Mais oui, pardon, vas-y. Écoutons la question de Jean-François. Ouais, c'est peut-être... donc il propose un package, quelques tours de draft, quelques jeunes, 1 ou 2 contrats pour matcher les salaires. Il nous parle des avantages pour OKC, passer un cap avec KD en termes d'expérience, le retour à la maison, combler un besoin au poste 4, possibilité d'intéresser les Suns grâce au trésor de guerre en termes de pics. Les avantages pour les Suns, avoir des pics pour drafter du potentiel, avoir des jeunes, commencer la transition, même si le risque est de perdre Booker en route. Est-ce que selon vous c'est possible? Non, je pense que c'est impossible. Genre parce qu'il faudrait que Kevin Durant demande son trade. Et le Thunder, je pense, va pas casser tout son truc. Même si je pense que Josh Giddey il joue peut-être ses derniers matchs avec OKC. Ouais. Mais j'essaie de retrouver, je ne retrouve pas. J'avais tapé une offre pour le délire. Il lâchait pas Jalen Williams. Je leur faisais perdre Cason Wallace, Lou Dort, Josh Giddey et les pics. Et pour moi, en fait, Kevin Durant, c'est plus ta superstar de toute façon. À ce moment-là, c'est juste, ils ont besoin. Je pense qu'on le voit d'ailleurs après, Lou Dort est évidemment très précieux et Cason Wallace est évidemment très précieux, mais des défenseurs, c'est très précieux, mais t'en retrouves, tu vois. T'en retrouves. Là, on voit que le Thunder a quand même un problème d'adresse extérieure et aurait intérêt à avoir encore une autre star. Alors oui, c'est du fantasme de dire tiens, Kevin Durant il revient au Thunder et c'est Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Kevin Durant, Chet Holmgren, mais je pense que c'est plus fort que l'équipe actuelle. Oui, mais si tu prends on m'a insulté, je me souviens, je l'avais posté en session sur Basket Session. Il y avait beaucoup de mais n'importe quoi, pourquoi le Thunder ferait ça, sachant que
ça n'arrivera pas. Le Thunder ne le fera pas, les Suns ne le feront pas. Mais je pense que tu as Kevin Durant sur 2 ans, là, le Kevin Durant actuel, il a quand même mis 27 points par match au Timberwolves, Kevin Durant. Hein. Non, mais à partir du moment où il est. Avec Jaden McDaniels sur le dos. Hein. C'est ça, non, mais si tu ne comptes pas sur lui pour porter l'équipe à bout de bras, et là, ce serait pas le cas, parce que Shea est très fort, Jalen Williams est très bon, Chet Holmgren, on a vu qu'il pouvait aussi hausser son niveau, même offensif, en playoff. Donc, oui, sur le papier, je pense que le Thunder n'hésiterait peut-être pas. Après, il y a aussi de la politique vis-à-vis des supporters. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que les gens sont prêts à l'accueillir à bras ouverts? Bon, peut-être que les gens ont faut oublié tourner d'ici la là. page, les gars. Bien sûr, non, mais je suis d'accord avec toi. Après, est-ce que c'est possible? J'ai pas l'impression que le Thunder aille dans cette direction. Presti, c'est toujours le même GM qu'à l'époque où KD est parti. Hein, c'est toujours Sam Presti, donc je pense pas que ça se fera. Est-ce que c'est possible? Ni le Thunder ni les Suns ne le feront. Voilà. Est-ce que c'est possible mathématiquement? Oui, avec les différents packages que toi t'avais déjà proposés, c'est possible. Mais je le vois pas. Là, pour moi, c'est du 98% que ça se produira pas. On se trompe peut-être, mais. Non, mais c'est sûr. Je pense comme toi. On peut même aller plus que 98, 99, avec plein de virgules derrière. Le Thunder va changer quelque chose cet été s'ils vont pas en finale de conférence. Peut-être même s'ils vont en finale de conférence. Il y aura un petit changement mineur, peut-être même un changement dans le 5 majeur. Ce sera peut-être pas Giddey, on verra, mais il y aura, a priori, Giddey a le profil pour être transféré, mais il y aura un petit changement, je pense. Alors, c'est marrant, pareil, je vais bousculer un peu l'ordre que j'avais prévu pour les questions, parce qu'on parle de Josh Giddey, et il y a une question de Grand Pierre qui nous passe le bonjour depuis Sydney. Sydney, une ville australienne, comme Josh Giddey est australien, ça me paraît tout trouvé. Il nous demande, est-ce qu'il y a une malédiction avec les meneurs australiens en play-off? Parce que Giddey... Déjà, pardon, je te coupe. Il y a une malédiction avec l'Australie. C'est ça la vraie question, Grand Pierre. Pourquoi en Australie, quand tu fais tes courses et tu achètes un paquet de céréales, il y a un boa constrictor qui sort? C'est ça les vraies questions, Grand Pierre. On n'a pas la bonne question. Le nombre de vidéos qu'il y a sur Internet avec des serpents qui tombent toujours en des... Australie. Oh là là, ouais. Et pourtant, moi, j'aimerais bien y aller quand même un jour. Hein. Je sais que toi, Mais moi je veux pas. Vous pouvez vite tomber dans un dark hole sur YouTube ou machin avec des compilations de trucs dingues qui se passent en Australie. T'es là, il est 3h du matin. Regarde la scène. Il est 3h du matin. Tu te réveilles en pleine nuit comme ça, tu vois, un petit peu, t'es groggy, tu vois, tu avances dans le noir, t'allumes la lumière, dans ton couloir, boum, il y a quoi? Un alligator. Il y a que en Australie que ça arrive, ça. Ouais, ou l'une des araignées les plus dangereuses du monde, ou un serpent. Voilà. Pardon, on a dérivé sur. J'imagine que Grand Pierre apprécie la vie en Australie, hein, qui nous écrit depuis Sydney. Il nous demande donc s'il y a une malédiction avec les meneurs australiens en play-off. Est-ce que c'est un problème de formation avec des joueurs trop spécialisés dans leur rôle et non adaptés à la NBA moderne qui fonctionne avec des rosters composés de gardes complets déliés d'un pivot? On parle souvent du rôle de meneur pur, gestionnaire et défenseur, mais ça n'a plus l'air de fonctionner. Alors je pense qu'il parle un peu de Ben Simmons qui a eu des difficultés en play-off ces dernières années et des difficultés tout court. Et peut-être là, en rebondissant sur Josh Giddey, qui est encore un jeune joueur, mais qui a du mal à exister dans cette série pour le Thunder. Mais déjà, Ben Simmons, pour moi, c'est pas un meneur de formation. Donc, je le rentrerai même pas dans le truc. Il joue point forward, c'est pas un meneur. D'ailleurs, toutes les équipes, ça marche pas de faire jouer Ben Simmons meneur. Ben Simmons, c'est ton poste 4 qui a la balle en main, comme LeBron James, comme l'a été un temps Giannis Antetokounmpo, etc. Mais je le vois vraiment pas du tout comme un meneur. Il y a des meneurs qui ont eu du succès, des meneurs australiens qui ont eu du succès en playoff. Della Vedova, il a fait des passages. Patty Mills, il a été excellent. Patty Mills. Après, c'est un autre profil, Patty Mills. C'est pas le défenseur gestionnaire. Là, pour le coup, c'est le pétard ambulant qui met des tirs. Mais Della Vedova, il a été bon dans ce rôle. Pour Josh Giddey, c'est un problème par rapport à ce qui se passe au Thunder. Tu vois, il y a déjà un mec qui ne shoot pas très bien, qui est Lou Dort. Et encore, Lou Dort met plus de paniers à 3 points que lui. Et surtout, je pense qu'il y a un problème de confiance. Parce que là, Josh Giddey, dans le match où il sort du banc, il fait un bon match. Alors, c'est un match que le Thunder perd, mais lui, sur ses entrées, c'est pas mauvais. Et ouais, problème de confiance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a vu que les Mavericks le laissaient complètement seul et qu'il ne faisait pas payer, je pense que lui-même, il est rentré dans un trou. Ça s'est déjà passé pendant la saison régulière. Il était sorti de ce trou. Il est à 37 ou 38% à 3 points sur tous les matchs qui se sont joués après l'All-Star Game. Donc, il avait été bon à 3 points. En fait, il avait réussi, même en trouvant d'autres moyens, en se disant OK, vous me laissez un peu d'espace, je vais en profiter pour prendre de l'élan pour driver. Mais là, il y a une différence d'enjeu. C'est un truc qu'il n'ose pas forcément faire
dans un match de play-off, dans le 5 majeur, tu vois, dans les moments clés. Il l'a fait un peu en sortant du banc parce que c'est face à des remplaçants. Il y a un autre contexte. Et déjà, tu vois, le match, tu sais que ça ne va pas reposer sur toi. Tu sors du banc, tu sais que ce n'est pas toi qui vas faire la diff au final. Enfin, tu peux faire la différence, mais ce n'est pas toi qu'on va gronder ou qu'on va. Tous les regards seront grondés, j'exagère, mais tous les regards ne seront pas vers toi si ça perd. Et là, d'un coup, il y a eu un peu plus de confiance. Guidi, il peut briller en playoff, il faut juste qu'il y ait un autre fit autour. Dans d'autres équipes, Guidi, ça passerait très bien. Guidi, il jouerait aux Cavaliers avec à la place de Garland. Il est moins fort que Garland, mais il y aurait Mobley, poste 5, un shooter au poste 4, Max Strus au poste 3, Donovan Mitchell et Josh Giddey. On ne se poserait plus la question en fait si Giddey peut jouer en playoff. Il pourrait jouer en playoff, il apporterait du playmaking, de la défense, de la ténacité, il y aurait quelque chose, tu vois. Là, c'est plus une histoire de fit avec le Thunder. Moi, je pense aussi, c'est un joueur que je trouve très bon, qui a du potentiel. Alors, il faudra aussi voir parce qu'il a vécu une année un peu particulière en termes de médiatisation, hein, c'est pas un euphémisme. Ouais. Je sais pas à quel point ça a impacté ses performances. Il faut rappeler que là, le match dont tu parles, c'est la première fois de toute sa carrière en NBA qu'il était remplaçant. Donc c'est aussi un rôle à découvrir s'il est amené à le garder au Thunder, s'il reste ou s'il part ailleurs. Moi, je crois toujours en lui. Je pense pas qu'il y ait de malédiction sur les meneurs australiens ou sur les joueurs australiens en général. Il y en a plein de très bons. Ça reste le contingent le plus important avec la France et le Canada. Donc c'est une nation de basket qui a plein de joueurs avec des profils avec de la variété. Donc non, il n'y a pas de malédiction. Grand-Pierre, t'inquiète pas. Ouais, mais il n'y a pas non plus de problème de formation, je pense, au final. Non, tu vois, il y a quelque chose à faire avec ce profil-là. Absolument. On passe, donc je reviens à mes questions du début que j'avais prévues. Question de Maxime. Maxime nous dit: j'ai une question qui concerne une théorie suite à la loterie de la draft, donc on en revient à la loterie. Le first pick pour Atlanta ne pourrait-il pas être une aubaine pour cette équipe moyennasse de l'Est? À mon sens, c'est une excellente opportunité pour mettre sur le marché Young, Murray, Capella, Bogdanovic et consorts pour laisser la place à une nouvelle génération et récupérer des assets pour reconstruire. On voit que cette équipe ne fit pas et qu'elle est vouée à rester au milieu de tableau. Idéalement, repartir avec Sarr, Jalen Johnson, Hunter et Okongwu ne sera-t-il pas la solution? Merci pour vos avis, ne changez rien. Bientôt la fin de saison et du repos mérité. Peut-être à Cancun avec les Suns. Je suis partiellement d'accord. Je suis d'accord que si tu es sûr d'avoir le premier choix 2026 et de prendre Cooper Flag. 2025 du coup. Ouais. 2025, pardon. Parce que sinon, tu vois, tout casser, du changement, oui, c'est une aubaine. De toute façon, c'est cool pour les Hawks de pouvoir piocher en 1. Et je pense qu'Alex Sarr est le meilleur fit en 1 pour les Hawks. C'est pas forcément un bon fit pour tout le monde en 1, Alex Sarr, mais je pense que c'est un bon fit pour les Hawks en 1. Je pense qu'ils vont prendre Alex Sarr. Ça ferait 2 Français draftés en premier 2 années de suite. Mais Alex Sarr, c'est pas Wembanyama. Il n'a pas le jeu offensif encore de Wembanyama. Il tournait à 9 points par match en Australie, Alex Sarr. Il a des atouts, mais c'est encore très brut. Je veux dire, son adresse à 3 points, c'est encore une incertitude. Son jeu offensif, pour l'instant, ça va être... voilà, s'il arrive à mettre des 3 points, c'est super. Mais dans l'idée, je pense qu'on est plus sur un mec sur des robots offensifs, sur du coupé après du pick and roll, etc. On n'est pas sur ton joueur sur lequel tu es sûr de construire ta franchise pour le futur, en tout cas offensivement. Par contre, c'est une super pièce défensive avec un joueur comme Trae Young. Et du coup, Jalen Johnson, pareil, j'adore Jalen Johnson, mais c'est pas un futur franchise player à mon avis, Jalen Johnson. Tu vois, Jalen Johnson, c'est super quand il y a un playmaker comme Trae Young, c'est un mec qui comble parfait. Du coup, moi, ce trio Young, Johnson, Sarr, je le trouve très intéressant. Tandis que si tu transfères à la fois Trae Young, à la fois Dejounte Murray, bon, tu vas être offensivement limité. Et si à la draft d'après, tu as moins de chance à la loterie et tu te retrouves avec le 3e choix et tu n'as jamais ta superstar autour de laquelle tu reconstruis, tu es un peu baisé, pardonnez-moi l'expression, mais si tu n'as pas Cooper Flag derrière, je trouve ça trop risqué. Trae Young, il y a le délit de sale gueule chez Trae Young, depuis toujours d'ailleurs. Ça reste un mec qui a mené les Hawks en finale de conf. Citez-moi le nombre de gars qui ont mené les Hawks en finale de conf. Bon, il y a Jeff Teague avec Al Horford et tout, mais tu vois, il n'y a pas 50 gars. Ils ne font pas souvent des finales de conf. Oui, il y a un contexte, mais même, ils ont fait une finale de conf. Je sais qu'ils ne sont pas retournés depuis, je sais qu'il y avait un contexte, mais c'est un vrai joueur, Trae Young. C'est un vrai joueur. Il a des lacunes, mais c'est une vraie superstar. Moi, je serais plus d'avis de trader Dejounte Murray. Si vraiment il fallait trader un des deux, je ne suis même pas sûr qu'ils vont trader un des deux, mais s'il fallait trader un des deux, ça serait Dejounte Murray. Et pour moi, un axe où il y a Trae Young, Jalen Johnson et Alex Sarr, trader Capella, oui, c'est évident, vu que tu aurais 2 jeunes pivots, il faut bien quand même en transférer un.
Peut-être même que des fois, ils essaieront de faire jouer Okongwu et Sarr ensemble. J'y crois pas, mais je pense que des fois, ils essaieront. Mais ouais, il faut pas repartir complètement de zéro à Atlanta, je dirais. Moi, je pense quand même qu'ils vont trader un des deux pour la bonne et simple raison, à mon avis, que Quinn Snyder n'a pas choisi cet effectif. Il l'a pris tel quel. On lui a plus ou moins imposé le fait que ça reste comme ça à l'intersaison. Je pense qu'il va essayer de participer, ou en tout cas d'essayer de façonner une équipe qui lui ressemble plus. Et je pense que ce sera sans probablement Murray aussi, je suis d'accord avec toi. Et je pense qu'ils doivent attendre que Sarr, c'est bien pour le drafter, ça fit bien avec l'effectif. Je sais pas ce qu'ils récupéreraient d'assez intéressant s'ils mettaient le first pick sur le marché. Donc ça vaut le coup d'essayer, de voir ce que ça donne. Si ça marche pas, il sera toujours le temps de reconstruire différemment. Et peut-être qu'avec la médiocrité, d'avoir un nouveau bon pic en 2025. Ça, c'est pas... Mais je ne traderai pas le pic. Je sais que c'est une discussion que les gens ont. Sauf offre invraisemblable où on te met une star dans le lot, une star qui est pas en fin de contrat à la fin de l'année. Voilà. Mais ça n'arrivera probablement pas, je pense. Donc je suis de ton avis. Je garderai... je prendrai ça et au contraire de ce que propose Maxime de la politique de tout, terre brûlée, je suis pas sûr qu'elle soit adaptée à Atlanta. Je comprends que c'est frustrant d'avoir une équipe qui est moyenne, entre deux chaises. J'aime pas l'entre-deux non plus. Hein. J'aime bien l'entre-deux constructif où tu vois qu'il y a une marge de progression assez rapide. Là, on va voir avec Sarr, ça peut être intéressant. Il faut noter que le staff des Hawks était au match de Zachary Rizaché, je crois, avant-hier soir. Peut-être qu'ils étudient aussi d'autres propositions, hein, d'autres possibilités. Faut pas écarter ça non plus. Yes. Question de Michael. Imaginez que vous ayez 2 gros All-Stars dans votre effectif, peu importe lesquels, disons 2 très gros joueurs, et vous avez besoin d'un 3e bon joueur qui vous apporte un peu de scoring, de la défense et une mentalité gagnante. Quel joueur prenez-vous dans la liste suivante en oubliant les postes? Draymond Green, Derrick White, OG Anunoby, Aaron Gordon, Alex Caruso et Rudy Gobert. C'est dur, mais là c'est dur de ne pas prendre en compte quelles sont les stars, quoi. Oui. Après, je pense qu'ils pensent vraiment savoir quelles sont les stars, quoi. Parce qu'il y a des joueurs qui fitent moins avec d'autres. Donc en fait, il faudrait prendre celui qui est le plus adaptable à n'importe quel type de profil de star. Et là, c'est là que voilà, du coup, ça joue entre Anunoby et White. C'est ce que j'allais dire. Aaron Gordon peut-être aussi maintenant. Aaron Gordon aussi. Il y a Caruso, bon, ce serait vraiment sur de la défense. Mais je pense que Derrick White aujourd'hui est plus adaptable dans tous les contextes. Anunoby, oui, en 3&D qui shoot, c'est bien. Après là, j'ai du mal à le mettre très haut parce qu'il est blessé, donc peut-être il sort un peu de l'esprit. Derrick White, pour les joueurs eux-mêmes, c'est souvent le joueur le plus sous-coté de la ligue. Maintenant, à force avec Boston premier et le fait qu'on les voit, tout le monde ou presque les voit favoris, tout le monde connaît Derrick White maintenant. Hein. Mais il me semble bien fité partout. Il peut monter en gamme, en responsabilité offensive selon les joueurs qui sont autour de lui. Il peut vraiment faire du presque strictement défensif et playmaking s'il y a beaucoup de joueurs offensifs autour. Il m'a l'air assez adaptable. Là, je ne mettrais pas Rudy forcément en numéro 1 là parce que c'est un incroyable point d'ancrage défensif, mais tout dépend des 2 stars avec lesquels il évolue aussi, quoi. Il serait utile partout, c'est quand même un quadruple Defensive Player of the Year, mais est-ce qu'il est aussi adaptable aux différents effectifs que ne le serait un Derrick White? Je suis un peu moins sûr par contre. Ouais, moi je suis comme toi, Derrick White. Et Draymond, je pense que c'est le meilleur offensivement et du lot déjà. Et il y a quand même Draymond dans la liste, mais Draymond ça reste un mystère, on ne sait pas, on l'a pas vu jouer dans d'autres contextes que celui de Golden State. Est-ce que lui serait aussi adaptable que ça avec 2 autres stars? On n'en sait pas grand chose en fait, donc lui c'est un peu l'énigme du lot. Et puis il a un certain âge, quoi. Le Draymond de 2016 je le prends peut-être, mais le Draymond actuel... Ouais. Très bien. Message et question très sympa de Camchon ensuite. Salut à tous, déjà je voudrais commencer par un énorme merci pour cette saison complète du CQFR. Tous les matins je débriefe avec vous, c'est un régal. Vous êtes mon Miami Heat à moi. Shai c'est Bam, toujours présent, il sait tout faire et encore vous n'avez pas tout vu, c'est lui qui tient la baraque jour après jour, même après un back-to-back au mois de janvier dans l'Indiana. D'accord, merci. Théo c'est Jimmy le taulier qui doit fort tourner au café et qui peut step up je vais être Tyler Hero dans les moments les plus difficiles, les moments les plus chauds en mode Michael Jordan. Et Antoine notre Tyler Hero, pas toujours là, mais jamais transféré, il survit à tout, était jamais prêt pour ses éclats, aussi bien en attaque qu'en défense. Bon, ça c'est pour le message sympa. Merci Capchon. Et donc il a une question.
après cette élimination des Cleveland Cavaliers, quelle est la prochaine étape? On a l'impression que leurs deux duos à la main et sous le cercle sont pas compatibles, qu'il manque une option sérieuse en attaque à l'aile. La question du coach continue aussi de se poser. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'options pour eux. Donc il en évoque plein. On en a évoqué ce matin aussi dans le CQFR. Donc je ne vais pas détailler toutes les options possibles. Mais il nous demande ce qu'on en pense, ce qu'il devrait faire. Et est-ce qu'il ne devrait pas se pencher sur des profils de joueurs comme Aaron Gordon, Andrew Wiggins, qui apporteraient un complément aux joueurs déjà en place. Et il note qui est le next ailier défenseur, troisième option à aller chercher pour un contender. Jeremy Grant, Obi Toppin, John Collins. Si tu as participé au Slam Dunk contest il y a 5 ans, tu as une chance. Qui pour tenter le pari Hamidou Diallo? Donc en gros, je pense qu'il voulait un peu notre réflexion sur ce que doivent faire les Cavs. On en parlait dans le CQFR d'hier, du coup, pardon. Sur ce qui les attend, toutes les rumeurs autour. Voilà, on peut peut-être faire un petit point sur les Cavs et ce qu'on envisage pour eux. Ouais, mais j'étais en train d'essayer justement d'écrire un article sur des destinations pour Darius Garland. Moi, je pense que la priorité des Cavs, c'est de re-signer Donovan Mitchell. C'est leur meilleur joueur. C'est leur vrai superstar. En attendant qu'Evan Mobley peut-être un jour le devienne, mais ce qui est sûr, c'est que Mitchell, c'est une superstar. Mitchell et Mobley, ça peut marcher ensemble. Ça marche bien ensemble. Par contre, effectivement, il y a un problème de fit quand tu ajoutes en plus Garland et Allen. C'est dur parce que Garland, il est jeune, il a du potentiel, il a quand même été un All-Star. Donc, c'est pas un mec simple à transférer parce qu'il va avoir plus de valeur à tes yeux que ce qu'il n'aura aux yeux d'autres franchises. Donc, tu auras l'impression de te faire léser. C'est pas un trade simple à faire. Jarrett Allen, c'est quand même un joueur important. On a vu que Mobley est plus à l'aise en 5, mais c'est pas simple non plus de transférer un mec comme Allen. J'aurais peut-être quand même transféré Garland. Donc, c'était ce que j'étais en train d'essayer de faire là sur papier. J'aurais changé Bickerstaff, évidemment. Pour Garland, tu as plein d'options possibles. C'est dur de trouver. Andrew Wiggins, il me fait trop peur, moi, de savoir quel niveau il a, quel état d'esprit il est. Je ne serais pas allé chercher Andrew Wiggins. Il y avait qui d'autre? Leur Aaron Gordon, bah ouais, s'il existe un autre Aaron Gordon dans cette ligue. Je me demande dans quelle mesure ils seront tentés de faire un straight-up Garland contre Ingram. Ouais, bah Ingram, c'est le nom qui revient beaucoup. Il y en a qui le voient déjà transférer. Un Garland Ingram, et du coup, tu trouverais ça bien, du coup? Bah, c'est pas mal, en fait, quand même. Sur le poste. Pour New Orleans, ils ont besoin d'un meneur. Mais en fait, les Pelicans, si c'est des génies, mais là, ça plaira pas aux fans des Cavs. Mais les Pelicans, c'est des génies. Ils proposent McCollum et Ingram contre Garland et Allen. Et Allen, ouais. Et Levert pour respecter les salaires. Mais là, ça fait beaucoup. Il faut que tu mettes au moins 2 pics avec. Tu vois, genre, mais ils acceptent de se séparer de 2 pics. Et là, du coup, tu n'as plus ce truc de dire, OK, on a Garland, McCollum, c'est trop petit, on va se faire allumer en défense. Tu as Garland, tu as Levert en 6e homme, tu as Jarrett Allen pour être ton pivot protecteur de cercle avec Zion Williamson, vu que Jonas Valanciunas, il est en fin de contrat. Ça manque et un tu peu t'en fous. Et tu as Herb Jones. Ça manque un peu de shoot, hein. Ça manque de shoot. Ouais, faut un arrière shooter. Et c'est qui leur arrière? Il y a Trey Murphy. Il y a Trey Murphy qui peut jouer pour le shoot. Trey Murphy, mais soit Trey Murphy dans le 5, soit tu prends un arrière shooter quelque part à la free agency. Parce que de toute façon, Garland et Zion, ce sera les playmakers. Effectivement, c'est compliqué à 3 points là. C'est compliqué à 3 points. Zion, on a vu qu'il n'a pas besoin d'espace pour fonctionner. Il faut un arrière très très bon shooter. Ok, enlever Caris Levert, mais peut-être Sam Merrill. Parce que sinon, les Cavaliers, c'est vraiment me détester. Je suis pas sûr que les Cavaliers, c'est intéressant pour eux d'avoir McCollum et Mitchell. Mais bon, ça collait niveau salaire. Je sais pas trop dans quelle mesure ça marche, mais voilà, il y a un trade peut-être à faire là. Il y a toujours avec Brooklyn. Est-ce que Michael Bridges et Schroeder contre Garland et des pics? Est-ce que Chicago cherchera un meneur? Est-ce que San Antonio est prêt à te donner Keldon Johnson contre Darius Garland? Tu vois? Est-ce que Utah, il parlait de Collins, est-ce que Utah, Collins, Clark et plein de pics contre Garland? Tu vois? Voilà, il peut y avoir des... Mais ça voudrait dire ça que Allen, il est transféré ailleurs. Il y a 2 trades différents peut-être à faire avec Allen et Garland. Je ne sais pas s'ils peuvent faire les 2 en un seul été. C'est beaucoup, hein, 2 trades de joueurs qui sont dans leur prime ou proches de leur prime. Pas simple à mettre en place tout ça. Non, mais ils ont des choix forts à faire. L'intersaison va être importante à Cleveland. Moi, je suis moins persuadé de... Après, c'est peut-être ma perception de Donovan Mitchell que je pense que ça peut être la meilleure deuxième option de la ligue, mais si c'est ton franchise player, c'est compliqué quand même, je pense. Mais qui est ton franchise player qui te fait passer un cap à Cleveland? Personne. Et du coup, ce serait un aveu. Il faudrait retourner en arrière et rebâtir en se disant on développe Mobley à fond et puis on cherche l'autre mec qui va nous faire...
Mais bon, évidemment, ce sera pas populaire parmi les fans. Le GM, il a envie de garder son job quand même, donc il a besoin d'une certaine compétitivité. Donc non, mais ce que tu proposes là, c'est ce qui va se passer, je pense, et c'est leur priorité. Je sais juste pas à terme où ça peut les mener parce qu'ils sont pas. Il y a du talent, mais en même temps, ils me paraissent quand même encore assez loin des équipes de tête, Boston, Milwaukee, théoriquement Philadelphie, s'il y a toujours Embiid. C'est très compliqué. Et puis, la question du coach, elle est importante aussi. Est-ce que là, s'ils ont le même effectif, mais un coach différent, j'ai rien contre Bickerstaff, hein, mais bon, visiblement, il a quand même montré quelques limites d'après les fans des Cavs. Est-ce que si tu mets un autre coach, est-ce que ça suffit avec cet effectif-là? Moins de blessures aussi, peut-être, à voir. Il y a une question, tu sais, sur Mitchell, première option. Moi non plus, Mitchell, première option, c'est pas un mec qui te mène au titre. Pour moi, il te mène au second tour. C'est exactement ce qu'il fait chaque année. Ouais. Mais tu vois, tu peux toujours développer Mobley en ayant Mitchell dans l'équipe, en fait. Du moment que, surtout si tu enlèves Garland et Allen, ou Allen, je pense que s'ils doivent en enlever un, ce sera plus Garland, parce qu'Allen, il a vraiment un bon contrat. Imaginons même qu'ils enlèvent Allen. Bon, après, tu as toujours Garland et Mitchell qui auront beaucoup de ballons, mais tu peux toujours développer Mobley. Mais maintenant, mets-toi dans la peau d'une franchise comme Cleveland. Tu vas de toute façon pas viser le titre. En fait, tu vises pas le titre quand tu es Cleveland. Il y a combien d'équipes qui vraiment peuvent viser le titre? Tu vois ce que je veux dire? Les Cavaliers sont les LeBron James, ils n'ont jamais visé le titre. Donc, à un moment, si tu es juste ne serait-ce que compétitif, en fait, à un moment, je comprends, le titre, c'est le but ultime, mais pour le titre, il faut un des 5 meilleurs joueurs de la ligue, quoi. Et par définition, il n'y a donc que 5 équipes qui peuvent jouer le titre, vraiment, chaque année. Cette année, si on réfléchit bien, qui joue le titre? Il y a Boston et les 4 équipes de l'Ouest. Tu vois, alors il y a peut-être un peu plus que 5 meilleurs joueurs, parce que là, effectivement, Curry, LeBron, Embiid, ils sont plus là déjà, Giannis, il est plus là, mais il y a peut-être 8, mais il n'y a pas tant d'équipes que ça qui jouent le titre. Donc bon, par contre, des mecs comme Mitchell, il n'y en a pas 50 non plus. Hein. C'est vrai, non mais Mitchell, c'est un joueur très particulier, il est un peu à cheval entre le statut de superstar et celui de lieutenant de luxe, je sais pas trop, et je sais même pas ce que lui-même considère être sa vraie valeur ou son vrai statut. On a vu s'il a fait une très très bonne saison encore. Dans tous les cas, je pense que l'approche qu'ils vont adopter, c'est celle que tu t'as proposée, c'est-à-dire la priorité de re-signer Mitchell, et après, ils vont un peu jauger le marché autour de Garland et peut-être de Jarrett Allen aussi. Donc, on verra, ce sera... Au moins Cleveland intéresse du monde déjà. Ça fait quelques années que... C'est vrai, hein. Moi, on nous aurait dit que les Cavs sans LeBron auraient été un peu un sujet de discussion déjà. C'est une vraie progression. Hein. Cleveland fait partie des équipes intéressantes maintenant, alors qu'il n'y a plus LeBron. Donc c'est une petite victoire et il faut peut-être réussir à entretenir ça aussi. C'est pour ça qu'il faut que l'équipe reste compétitive. Si on repart sur des saisons médiocres, il n'y a rien pour plaire, quoi. On sait que c'est pas la ville qui attire le plus les gens. Il n'y a pas de culte autour de Cleveland comme il y en aurait pour d'autres villes. Donc, écoute, on verra, on suivra ça à l'intersaison avec impatience. Question suivante. Tiens, c'est pour toi ça. Enfin, c'est pour toi, parce que moi je suis absolument nul en design, graphisme, maillot et tout. On sait que tu as un goût prononcé pour les maillots. Question d'Olivier qui nous remercie pour nos contenus de qualité et en quantité. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous écouter. Continuez. J'ai une question pour vous à propos des couleurs des maillots depuis plusieurs années déjà en NBA. Ça fait peut-être un peu vieux con, mais maintenant chaque franchise a par saison au moins 5-6 maillots différents et beaucoup ne sont pas vraiment réussis. Les Nets, une année sur 2. On s'y perd et beaucoup de franchises perdent en identité alors qu'elles sont encore jeunes et ont besoin justement de créer une image qui dure. Les Pelicans, les Nets pour ne citer qu'elles. Personnellement, je suis un nostalgique du fait que l'équipe qui joue à domicile porte son maillot blanc, et pareil pour le logo du trophée sur le parquet pendant les finales. Je sais bien que plus il y a de maillots, plus on peut en vendre, mais voilà, je suis pour l'évolution dans le jeu, play-in, mesure anti-tanking, mais on ne touche pas au maillot blanc à domicile, sauf les Lakers, car c'était une identité propre à la NBA, on n'est pas au foot. Et donc il aimerait savoir ce qu'on en pense, si on partage cette aversion pour les changements de maillot à tout va en NBA. Alors, je ne suis pas un extrémisme du maillot blanc à domicile, mais je reconnais que ça avait quand même une certaine... c'est une tradition ancrée. Surtout, ce qui me gêne, c'est quand on joue maintenant en bleu contre violet. Tu sais que ça n'a pas de sens. Pareil. Il y a des fois des matchs, ça n'a vraiment... Je trouve ça débile au possible. Donc, bon, que ça ne soit pas toujours le maillot blanc à domicile, ça me choque pas non plus. Mais si on revenait à ça, je ne serais pas contre. Ouais. Les 5 jeux de maillot, ça me gonfle. Clairement, Nike cherche juste à faire du marketing. Les maillots City, les maillots édition, ils sont très souvent vraiment ratés. Les seuls qui sont parfois réussis, c'est les maillots rétro. Et d'ailleurs, on voit les Timberwolves, ils jouent quasiment plus qu'avec leurs maillots rétro.
le blanc, justement, parce que Ouais. et celui-là, il est très très beau. Mais ouais, il y a plein de maillots moches. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a des équipes qui feraient mieux, plutôt que de changer chaque année de maillot, de se trouver une identité. D'ailleurs, tu peux rajouter Cleveland dans le lot. Cleveland, ils ont changé je sais pas combien de fois de logo et de Ouais, maillot. ça prend Ils ont pas. du mal à trouver le truc. Les Clippers, moi, personnellement, Ah, je et t'aimes pas le nouveau déteste logo, leur ouais. nouveau maillot. Oh là là, Mm. je trouve moche au possible. Je vais regarder en même temps en direct le nouveau maillot, mais euh, je crois qu'on a déjà eu le nouveau maillot, non? On a pu le voir. Il y avait le Ouais, logo et je crois qu'ils avaient mis. Ouais, ils ouais, avaient c'est mis. pas ignoble le nouveau maillot. Je suis pas fan, mais c'est pas ignoble, ça va, c'est pas ignoble. Par C'est contre, le plus le nouveau logo, logo, je trouve dégueulasse. c'est le logo qui. Ouais. Moi, je sais Ouais. pas, je vois un peu l'idée, mais j'ai toujours du mal à avoir des avis vraiment. Par contre, c'est vrai que moi j'aime bien les maillots. J'aimais bien le fait que la NBA soit une ligue avec des maillots très très identifiables à chaque fois, très simples, épurés. En général, les maillots que je préfère, c'est des maillots simples et épurés ou qui rappellent vraiment. C'est pour ça que le côté rétro, après, ça se joue sur la nostalgie, mais après, parfois, il y a des choix un peu originaux, tu sais, sur les maillots City, tout ce qu'il y avait autour de Miami, c'était intéressant au niveau visuel, on aime ou on n'aime pas, mais les couleurs flashy étaient intéressantes. Donc c'est possible, je pense, de faire des trucs un peu nouveaux, sans que ce soit agressif visuellement ou qu'on trouve ça trop moche, mais bon, ouais, je suis d'accord, je suis pas fan du fait qu'il y ait une tonne de maillots différents, que t'aies pas le temps de t'habituer à un maillot avant qu'il y ait le suivant. C'est un truc dont je suis pas forcément fan au foot non plus. Je suis pas un grand collectionneur de maillots. Et les équipes changent tous les ans, ont 3-4 jeux de maillots, un pour les Coupes d'Europe, un maillot alternatif. Bon, c'est aussi un art de savoir faire des maillots et des designs originaux sans qu'ils soient euh, moches, tout simplement. Exactement. On fera un classement des. Chaque année, on essaie de faire nos classements Exactement. des Ça, pires maillots. j'adore ce classement-là. Des plus beaux et des pires. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Il nous reste une ou deux questions avant de vous laisser. Question de Sweet Charles. Vu ce qu'il prend dans la tronche jour après jour, Rudy Gobert semble être actuellement le joueur le plus détesté par les autres joueurs NBA. Donc ça, c'est des sujets qu'on a évidemment évoqués pas mal de fois cette saison. Trae Young aussi a une faible cote si on en croit le sondage des joueurs qu'il mettait en tête du classement des surcotés. Pour ma question, je vous demande à votre tour de quitter votre impartialité journalistique et de nous donner le joueur que vous aimez le moins, détestez le plus actuellement en NBA, et la même chose sur toute l'histoire de l'NBA. Il nous donne ses choix, si tu veux un peu le temps pour réfléchir, si tu veux. Il nous dit, Ouais, pour lui, choix facile, Beverly m'est insupportable à hurler tout le temps, se prendre pour ce qu'il n'est pas, à vouloir à tout prix être l'âme des 17 équipes pour lesquelles il a joué dans sa carrière. Plus difficile car on les connaît moins hors terrain, sauf les plus grandes stars. Donc là, il parle des joueurs un peu rétro. Mais Rick Barry a l'air d'être un sacré client. Ma référence est l'article que vous avez publié sur lui récemment. Sinon, parmi les joueurs qui m'ont fait me désintéresser de la NBA à la fin des années 90, la retraite de Jordan ayant aussi pas mal joué, soyons honnêtes, il y a toute la période des croqueurs divas à la carrière pas terrible, dont Steve Francis est probablement le plus digne représentant. Merci encore à tous pour votre boulot qui me fait petit à petit abandonner mes autres sources d'informations sur le basket, et c'est pas plus mal pour mon temps de cerveau disponible. Est-ce qu'il y a un joueur actuel, toi, que tu... Alors quand on dit détester, je veux dire, on connaît pas les mecs personnellement, mais est-ce qu'il y a un joueur, soit par son style de jeu, tu peux pas, c'est juste pas possible, c'est vraiment ce que t'aimes pas, ou par sa personnalité, ce qui dégage, est-ce qu'il y a un joueur vraiment que tu bloques? je suis désolé, je vais lui reprendre son pic, mais Patrick Beverley, je ne supporte pas. Ouais. Vraiment, 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 vraiment. Lui, c'est vraiment celui avec qui j'ai le plus de mal pour ses déclats. En plus, je trouve surcoté. Enfin, il est de moins en moins surcoté, vu que les franchises ont capté que c'était une arnaque, à part Doc Rivers qui le ramène partout où il l'emmène, où il passe, et à chaque fois, c'est un flop. Ouais, Patrick Beverley, j'ai du mal. Tu sais que j'ai dû adapter, là, du coup, on reparlait du MOOC tout à l'heure, j'ai un article sur Patrick Beverley. Du coup, ça remonte à la base, ça remonte à il y a 4 ans, quand il était encore plutôt bon défensivement, enfin qu'il avait son registre. Quand il avait dit à Stephen Curry, it's my time, no. It's my time. Donc j'ai dû réadapter un peu parce que sa carrière a pris un autre tournant après, mais oui, le comportement est assez exaspérant. Moi, c'est depuis qu'il a le podcast, là. Depuis qu'il a le podcast, c'est horrible parce que des joueurs et des podcasts, c'est super intéressant. On voit le point de vue. Il n'y a pas besoin d'ailleurs d'être une superstar pour avoir un podcast de qualité, c'est pas ce que je dis. Mais il se comporte comme une superstar qui a un podcast, avec des avis tranchés et inspirés par des expériences, comme si c'était des expériences d'une superstar, d'un mec qui a porté une équipe à bout de bras. Enfin, c'est assez exaspérant. Donc je dirais bien Beverly aussi. Après, moi, sur la sensibilité de jeu, j'ai toujours eu du mal, même assez rapidement dans sa carrière. Hein. Je reconnais un niveau énorme et des passages all-time pour lui, il n'y a pas de souci.
James Harden, j'ai toujours eu du mal sur ce qu'il dégageait sur le terrain et en dehors. C'est pas un joueur qui me procure beaucoup d'émotions. Je vais pas dire que je le déteste, mais c'est jamais même sa saison MVP, j'étais impressionné et j'aurais peut-être voté pour lui. Je me souviens plus de mon état d'esprit à l'époque, mais il me procure pas d'émotions. C'est pas un basket que j'aime beaucoup voir. Voilà, tout simplement. Donc je dirais pas que je le déteste, mais c'est vraiment le joueur que j'ai jamais vraiment pu apprécier. Jamais été un grand fan de Harden non plus. Ouais. Et après, sur du all-time, est-ce qu'il y a un mec, pour diverses raisons, auquel tu étais un peu hermétique? Mais tu sais, moi je suis nul à chaque fois qu'on me pose une question comme ça. Je sais pas réfléchir en vitesse. Moi je vais te dire, si tu veux, du coup, c'est J'ai vraiment... jamais été un grand fan de Kevin Garnett. Bah voilà, j'allais te citer Kevin Garnett, que j'apprécie plus depuis qu'il a pris sa retraite, pour le coup. Mais c'était ce qu'il dégageait et le comportement sur le terrain. C'était à une époque où j'aimais pas tout le côté grande gueule qui me semblait surjoué. En fait, les grandes gueules me dérangent pas, mais j'aime pas quand ça me semble surjoué, tu vois. Et Garnett, tout me paraissait surjoué. Même quand il gagne avec Boston, sa célébration là où il attend que les caméras arrivent et il dit everything's possible et tout. Bah, bon, je trouvais que c'était un peu trop et du coup j'avais du mal avec lui, indépendamment de ses qualités de joueur qui étaient formidables. C'est un ancien MVP quand même. Et après, c'est plus des joueurs qui me procuraient des émotions négatives parce qu'ils défonçaient les équipes que j'aimais bien. Et Shaquille O'Neal, je pense que c'était... alors, je l'ai beaucoup aimé très peu de temps à Orlando, parce que c'était le Shaq d'Orlando, forcément. Et par contre, avec les Lakers, j'étais un peu en plus dans le... Tu sais, j'avais des œillères, je voulais pas voir le fait que c'était plus qu'un bourricot qui dunkait sur les gens, et j'étais jeune. Donc le fait qu'il claque avec les Lakers toutes les équipes que j'aimais bien, et qu'en plus, il avait un style qui me parlait moins, c'était de la puissance et de la domination intérieure. J'avais beaucoup de mal avec Shaq, et c'est pareil, je l'ai plus aimé après la personnalité, notamment après sa carrière. Quoi. Voilà, c'est ça. Yes. Voilà, j'espère, Sweet Charles, qu'on a quand même répondu à ta question. Après, Rick Barry, on n'a pas vécu, mais l'histoire qu'on avait racontée dans Basket Session, et probablement dans un vieux Rivers d'ailleurs. Il était surnommé Rick the Prick, en gros Rick le connard, si on veut traduire un peu littéralement. C'était pas le coéquipier le plus aimable et la superstar la plus aimable de tous. Il nous restait une petite question, si je ne dis pas de bêtises, une question d'Arnaud. Venant du foot, j'ai toujours aimé le système de montée-descente qu'on peut retrouver dans les différentes ligues, avec des batailles pour le maintien intéressantes. D'ailleurs, on le retrouve aussi dans les championnats européens de basket. Quels sont les points positifs et négatifs qu'apporterait un changement de structure de la NBA avec un système de division? PS, je sais qu'il ne pourra jamais avoir ce changement à cause historiquement. Est-ce qu'on pourrait imaginer, qu'est-ce que ça changerait si on avait un... Alors, après, ça sous-entendrait qu'il faudrait des ligues inférieures, du coup. Il faudrait une Ligue 2, une 3e division, tout ça. Qu'est-ce que ça apporterait? Combien d'années de suite les Wizards resteraient en division? Ouais, mais ça changerait. C'est ça. Non, mais ça changerait fondamentalement le système, parce que c'est effectivement impossible, parce que comment tu fonctionnes à la draft après? Tu récompenses plus les derniers, tu récompenses ceux qui sont performants, et du coup ils sont encore plus performants, et il y a un fossé qui se crée par rapport à des équipes qui, elles, arriveraient d'une division inférieure. Ça demande une remise en question totale du système, et les ligues fermées, c'est l'essence du sport américain. Alors, ça a un côté élitiste qu'en Europe on connaît pas, parce qu'on a un système de montée-descente, un peu la beauté du sport avec des équipes moins fortes qui arrivent et qui font des surprises, mais c'est en ça que c'est pas possible. Après, il faudrait vraiment tout changer, à commencer par la draft et la façon dont t'es obligé de supprimer la draft, quoi. Ou à part si tu te dis, ok, la dernière équipe de 2e division, elle a le premier choix, enfin... Ouais, ce serait très compliqué. Mais du coup, après, tes rookies de l'année, enfin tes plus gros rookies commencent en 2e division. Alors, il y aurait tout un arc narratif autour de ça, mais c'est-à-dire ils peuvent de toute façon pas jouer pour le titre. Enfin, tu vois, c'est un peu spécial. Et puis, du coup, il n'y a pas vraiment de playoffs. Parce que c'est des playoffs, c'est le propre aussi des ligues fermées, tu vois. Après, tu peux, mais tu peux les faire. Pas au basket européen. Tu peux les faire. C'est-à-dire que si tu pars du principe que toi, tu as des championnats de foot européens en Belgique, à un moment, ils avaient fait des playoffs. Bon, tu fais juste descendre les 2 derniers, puis les autres, tu les mets dans un pool de playoffs. Mais non, ça semble quand même compliqué. Et puis, bon, alors, si nous demandaient les points positifs, ce qui est positif dans une ligue où il y a des descentes, c'est qu'il n'y a pas de tanking, quoi. Si votre obsession c'est l'aversion pour le tanking, forcément si tu peux pas descendre, tu vas pas faire... si tu peux descendre, tu vas pas faire exprès de perdre, parce que ça a des incidences dramatiques sur le plan financier. Enfin, pourquoi est-ce que les clubs pro de foot il y aurait quand même du tanking s'il y a une draft. Aussi longtemps qu'il y a du draft, il y aurait une tanking.
Ouais. Sauf que du coup, si tu es déjà en deuxième division l'année avant Wembanyama, tu vas jamais essayer de remonter. Tu vas être là, bah non, on va être dégueulasse en deuxième division Ouais. et comme ça, c'est nous. Donc, aussi longtemps qu'il y a une draft, ça veut dire, de toute façon, s'il y a des divisions, tu enlèves la draft. Et du coup, comment tu fais? Tu signes les meilleurs talents et tu te retrouves comme aujourd'hui, le Real Madrid qui est constamment. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est toujours les mêmes équipes qui signeraient les talents s'il n'y a pas de draft. Il n'y aurait plus une équipe comme OKC, elle n'existerait pas. Non, bon, de toute façon, c'est ça qui. C'est la différence, c'est l'essence des ligues américaines. C'est partout pareil. Enfin, NHL, NFL, ils ont ce fonctionnement-là qui est aussi basé sur le fait qu'ils ont un sport universitaire fort que nous, on n'a pas. On a des centres de formation pour le basket, pour le foot et d'autres. Donc, non, effectivement, ça peut pas arriver. Mais bon, après, pour l'exercice intellectuel, ça pourrait être marrant de se demander comment ça fonctionnerait. Mais c'est vraiment. Là, c'est une forte différence culturelle qui est impossible à corriger et à changer, je pense. C'est marrant parce que je suis pas j'aime beaucoup enfin, tu vois, en Europe, au moins, on a du sport amateur et il y a plein de trucs que j'adore sur les montées-descentes. Enfin, c'est le système qui, moi, me semble le plus logique. Mais par contre, je reconnais quelque chose, c'est que si tu regardes sur la Ligue des Champions, enfin, maintenant, la manière dont la Ligue des Champions est disputée, je parle de la Ligue des Champions de foot, et si tu regardes le football actuel, c'est quand même, grosso modo, sur les 15 dernières années, il y a plus d'équipes, je sais pas, c'est différent. Mais il y aura toujours le Bayern, le Real, tu vois, il y a des équipes qui seront toujours là. Manchester City, le PSG. Après, Manchester les City plus riches, quoi. a mis du temps. Voilà, exactement. En NBA, si tu regardes les 15 dernières années ou les 10 dernières années, il y a quand même une légère variation, un poids plus prononcé des meilleures équipes, tu vois. Ouais. Il y a eu des cycles, bon, après aussi liés à des changements de joueurs, tu vois. Forcément, quand LeBron il quitte les Cavs, ça enlève les Cavs du lot, etc. Mais il y a eu une variation au final un peu plus fréquente qu'en foot. Mais bon, ça vient. C'est pas une histoire de ligue fermée, ligue ouverte. C'est juste qu'en foot, je pense, Mais l'importance de l'argent et c'est-à-dire qu'il n'y a pas de salary cap, tu peux dépenser ce que tu veux, donc le plus riche sera toujours le plus compétitif. C'est la différence fondamentale entre le sport américain. Alors, le sport américain, c'est que des riches, donc forcément, il n'y a pas. C'est-à-dire on se moque des Wizards et tout ça, mais bon, c'est des franchises tenues par des multimilliardaires, donc c'est pas. C'est pas Lorient. C'est pas balle perdue. C'est pas Lorient. Et on respecte le Morbihan, s'il vous plaît. Non, j'aime beaucoup la Bretagne, Lorient. Mes excuses. J'aime bien ta défense. J'ai cité un club. Ouais. Et encore, Lorient, c'était même pas le meilleur exemple. Parce qu'ils ont été, tu sais, ils sont dans le. Pareil. Ils vont descendre. Foot. Oui, mais ils sont ils sont dans un groupe, Lorient, je pense. Ils sont pas. Ah oui. Tu sais, comme Strasbourg qui est affilié à Chelsea. Lorient, je crois qu'ils sont dans un groupe, je pense. Donc, c'était même pas le meilleur exemple. J'aurais dû prendre un exemple d'un petit club français qui est pas dans un groupe. Ah oui. Il y en a de moins en moins, tout le monde. Il doit y avoir Clermont, je pense. Clermont, enfin, si on prend Ligue 1, Clermont, Metz, voilà, parce que tu as raison, il y a des petits Metz, clubs. Tu sais qu'il n'y a aucune chance de. Ouais, c'est ça. Mais oui, de toute façon, à partir du moment où il y a toujours un système où c'est pas un système de transfert, mais de trade, où tu payes, tu vois, en foot, tu payes pour avoir un joueur, en basket, tu payes pas. Mais bon, moi, c'est ce que j'aime dans la NBA aussi, c'est le fait que. Alors, c'est que des riches, encore une fois, on parle d'un sport entre riches, mais c'est pas forcément parce que tu es plus riche que ton pote que tu vas être meilleur. Il y a quand même un degré de compétence qui est. Et je dis pas que les meilleures équipes de foot sont tenues par des dirigeants. Il y a de la compétence. Il y a de la compétence, mais elle se paye, quoi. Voilà, de toute façon, c'est très différent, mais l'exercice intellectuel est intéressant. Ça ne bougera pas, effectivement, on va pas spoiler. Hein, ça restera comme ça. Il y aura peut-être des ajustements et des évolutions dans la manière de jouer, dont va se disputer la NBA au fil des ans, peut-être. Mais ça, non, c'est de la structure qui est en place depuis une éternité. Ça bougera jamais, c'est sûr. Non, ça c'est clair. Voilà, c'était notre dernière question pour ce samedi. Yes. Merci encore à tous d'avoir posé autant de questions. On n'a pas pu tout prendre, mais retentez votre chance. N'hésitez pas, chaque semaine, on vous fera des petits rappels, mais sur l'adresse cqfr.rivers@gmail.com. On lira ça avec plaisir. Théo devrait reparticiper prochainement aux questions et j'aurai le droit aux surprises de vos questions, parce que là, du coup, c'est moi qui ai trié. Mais n'hésitez pas à nous envoyer tout ça. Ce sera avec grand plaisir de répondre à vos questions. Yes, c'était chouette. Et puis on se retrouve. C'est chouette, waouh, ça c'est de l'expression. On se retrouve donc dimanche, Loop Culture. N'oubliez pas le rendez-vous du dimanche. Il y a un invité spécial en plus, apparemment, de ce qui se dit. Apparemment, il y a un invité dans le Loop Culture de dimanche. Donc allez checker ça.
Et lundi, nouveau CQFR du week-end. On reviendra. Il y aura entre-temps eu le Game 7, je pense, de Denver-Minnesota. Mais c'est ça, c'est dans la nuit de dimanche à lundi, c'est ça? Ok. Et on sera aussi pour OKC Dallas. Et on sera s'il y a encore des matchs pour OKC Dallas. Et on sera pour New York Indiana. Parce que oui, on enregistre. Voilà, je viens de spoiler. On enregistre le vendredi, évidemment. Les gens savent. Les gens savent, ouais. Je pense que les gens savent. Donc, on se retrouve lundi. Et d'ici là, bon week-end à tous. Bon week-end. Ciao, ciao.